Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble 10 grosses galères qui peuvent nous arriver, qu'il va falloir essayer dans l'idéal d'anticiper pour mieux réussir encore cette saison 2025. Et c'est ce que je vous propose donc de voir dans cette vidéo. À chaque fois, vous proposez peut-être une solution, une alternative, une prévention donc pour se préparer au mieux à cette nouvelle saison 2025. Donc on commence par la galère numéro 1. Je vous laisse quelques secondes. Je suis sûr que vous allez la trouver rapidement si vous avez déjà quelques années d'expérience. En tout cas, moi, c'est celle qui me vient de suite en tête. Cette première galère, c'est tout simplement les limaces. Moi ici, je peux vous dire que c'est vraiment la première galère qui m'est venue à l'esprit, ne serait-ce que la saison dernière, avec un climat assez humide. Je sais que je ne suis pas le seul, vous avez été des centaines, des milliers, peut-être même des millions de jardiniers à subir ça. Vous avez été extrêmement nombreux même à abandonner la pratique du potager, parce que sitôt que vous allez semer des carottes, des épinards, planter des laitues, des choux, eh bien, dès le lendemain matin, vous allez au potager, il vous reste juste quelques filets de bave, quelques nervures de feuilles, et tout s'est fait démonter, ravager, grignoter, et il ne reste plus rien. Donc il faut absolument être en prévention par rapport à ces limaces. Je sais qu'on entend idéalement la gestion, l'autorégulation des limaces. Ça peut peut-être marcher, mais en tout cas moi je peux vous dire que de mon expérience, malgré le fait d'avoir des haies, d'avoir des abris, d'avoir de la biodiversité, des hérissons, des crapauds, et bien quand les conditions sont réunies d'humidité, de température, comme je travaille très peu le sol, comme j'ai quelques paillages, je me fais rapidement dégommer si je n'anticipe pas parce que j'ai des limaces de partout. Donc plusieurs solutions. Pour les moins sensibles, tout simplement répandre quelques granulés bio qui vont éviter d'avoir une trop grosse population de limaces. Ça peut être des pièges à bière, ça peut être ce qu'on appelle des planquettes en mettant des morceaux de bois, des assiettes retournées, quitte à mettre dessous quelques feuilles, vieilles feuilles de salade pour les attirer ailleurs que vos cultures, mettre du compost de surface, vraiment éviter qu'elles n'aillent envahir vos cultures, et avec diverses solutions, plus vraiment l'attention du jardinier, passer un petit peu tous les jours, tous les soirs, au petit matin, et aller voir, quitte à y aller à la frontale, pour prélever la plus grosse quantité et les jeter bien loin du potager pour éviter vraiment de se faire dégommer l'entièreté de ces semis. Ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais souvent, c'est une partie de vos graines pour assurer le coup. Vous les semez en godet, en barquette, en plaque alvéolée, sous abri, et on installe ensuite des plants qui sont déjà bien avancés et qui risquent bien moins de se faire dévorer par les limaces. Donc première galère vraiment à anticiper, à être vigilant, les limaces, avec l'attention que vous allez devoir porter à vos cultures, à votre potager, pour éviter le gros désastre. Deuxième galère qui découle en fait de la première, c'est que plus que les limaces, on va être confronté à bien d'autres ravageurs, bien d'autres animaux, insectes, micro, macro-organismes qu'on ne souhaite pas vraiment voir au potager, mais on n'a pas le choix. On est confronté à une biodiversité à la fois favorable, mais parfois défavorable pour nos cultures. Je pense par exemple aux oiseaux. Moi souvent j'ai eu des corneilles, des pies, je ne sais quelle espèce d'oiseaux qui sont venus me déraciner des jeunes cailloux d'ail, qui sont venus me manger des jeunes graines de petits pois, de mange-tout. Et ça, c'est presque inévitable, si ce n'est à essayer de mettre des objets réfléchissants ou mettre des filets, des treillis, des branchages, de protéger les semis le temps qu'ils germent, qu'ils s'enracinent, pour éviter de se faire manger les jeunes graines. Ça peut être des fourmis aussi. Je me souviens avoir semé des carottes et voir un tas de graines qui a été entassé par des fourmis. Alors là aussi, je trouve que souvent, il faut savoir accepter, recommencer, sinon on peut par exemple inonder avec de l'eau bouillante une fourmilière, mais là franchement, autant réguler quelques limaces, j'y arrive, mais aller inonder une fourmilière, ça me poserait un petit peu souci. Mais si vous êtes très peu sensible, pourquoi pas. J'ai noté aussi des campagnols, des punaises, enfin vraiment la liste ne manque pas. On peut être confronté à énormément d'aléas, de ravageurs. Pour ça, on peut peut-être aussi, si on le peut, essayer de planter en surquantité, de semer en surquantité, et je crois aussi développer cette fameuse philosophie du lâcher-prise, de l'acceptation, de l'amateurisme avec lequel on fait le potager, et d'accepter parfois de perdre une partie de nos semis, de nos cultures. Troisième galère, j'en ai jamais parlé d'ailleurs sur la chaîne, ce sont les moustiques. Alors là, je peux vous dire que chaque saison j'y ai droit, sitôt le mois de mai, de juin, se balader
en fin de journée, en short ou en bermuda dans son potager, il faut y aller avec la foi parce qu'on se fait mais complètement dévorer les mollets, les jambes, avec des moustiques en plus bien costauds, parfois des moustiques tigres. Et là, que faire contre cette galère, si ce n'est encore une fois que l'acceptation, que peut-être l'anti-moustique. Mais moi ici, j'ai pas trouvé de solution miracle. S'il y en a une par chez vous, je suis preneur. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi quelle solution anti-moustique vous avez mis en place dans votre potager. La quatrième galère maintenant que je me suis noté, c'est tout simplement la météo. Et il ne faut pas remonter bien loin, ne serait-ce que la saison dernière, vous avez été une immense majorité des régions, des centaines, des milliers, peut-être même des millions de jardiniers à subir une météo vraiment catastrophique, de la pluie sans cesse, du froid tardif, et vous avez eu des cultures qui ont complètement échoué. Je pense aux tomates, vous avez été très nombreux à ne pas voir la moindre récolte. Donc cette météo, on ne peut pas jouer sur elle, hein, il faut arriver à faire avec elle, mais on peut essayer à la fois de s'acclimater un petit peu dans son potager et puis surtout de respecter au mieux les saisonnalités pour ne pas se tromper et aller semer des cultures complètement hors contexte météo et n'avoir aucun résultat. Donc s'acclimater, ça peut passer tout simplement par les abris, hein, notamment les serres, que ce soit des serres tunnels, que ce soit des petits tunnels, ce qu'on appelle des tunnels nantais, que ce soit des serres polycarbonate, des serres en verre, quelconque abri qui va nous permettre de cultiver en dessous. Et pour toutes les régions au climat humide, hein, je pense notamment encore à la saison dernière, tous ceux qui ont eu une serre, vous avez pu avoir de bien meilleurs résultats parce que vous étiez à l'abri des intempéries d'un excès d'humidité. Au contraire de l'excès de froid, d'humidité, ça va être parfois l'excès de chaud, hein, avec cette météo qui se dérégule dans tous les sens. Nous ici dans le sud de la France, on est extrêmement soumis à des pics de chaud, à des canicules, hein, qui arrivent aussi dans le nord de la France, dans tout le pays en fait. Et face à ces canicules, là au contraire, ce qu'il faut essayer de faire, eh bien, c'est de redescendre la température sous les 30 degrés. Hein. Je vous rappelle que le créneau optimal de température, c'est entre 20 et 25 degrés, avec un sol constamment humide, une humidité qui va arriver parfois avec des petites pluies passagères. En fait, la meilleure météo est celle qui ne dure pas, avec des températures tempérées, on va dire, entre 20 et 25 degrés. Donc, sous les climats les plus chauds, ça peut être parfois utile, agréable pour les cultures d'ombrager partiellement, que ce soit avec des canisses, que ce soit en se mettant près d'eux et en se mettant sous des arbustes, sous des arbres, sous les pics de canicule, vraiment, ça permet d'avoir des résultats favorables, que ce soit pour les grandes cultures à feuilles, les courgettes, les courges, mais aussi les épinards, les laitues, tout ce qui est vert, vous avez des résultats qui vont se démultiplier à mi-ombre. Donc, pour la météo, essayez au mieux de s'acclimater face à cette météo qui se dérègle de plus en plus. Et puis surtout aussi, respecter la saisonnalité des cultures. Hein. Ça, je vous le répète en longueur d'année. Je vous présente souvent mon almanach qui reprend justement la temporalité précise pour semer et planter à la bonne date. Plusieurs semis par culture. Hein. Je prends l'exemple des carottes. N'allez pas vous aventurer à la semer en janvier-février sous climat tempéré, sous climat frais, parce que le sol est trop froid, parce que les graines vont finir par pourrir dans la terre. Au contraire, des mange-tout, des fèves, des épinards, des cultures qui détestent la chaleur, eh bien on va préférer, on va essayer de les semer sous une météo plus favorable le plus tôt dans l'année, hein, donc dès février-mars sous climat doux, mars-avril, mai dernier délai sous les climats les plus frais, mais vraiment respecter les saisonnalités. Évidemment, on en reparlera tout au long des semaines, des mois sur la chaîne, et j'essaierai de vous accompagner au mieux avec cette notion de respect des saisons de chaque culture, hein, parce que chaque culture a une température idéale de germination, de développement, et c'est très variable. Ça peut aller de 12, 13, 15 degrés à 25, 26 degrés pour d'autres cultures. Donc, essayez de s'acclimater, accepter là aussi, hein, avoir toujours pareil, se lâcher prise, cette acceptation, et puis respecter les saisons par rapport à cette météo. Cinquième galère maintenant qui me parle moi énormément et je pense à beaucoup d'entre vous, ça va être le manque de temps. On est dans une société, je parle souvent d'équation hebdomadaire où on a le travail, la famille, la maison, les enfants, l'administratif, les trajets, le temps d'écran hein, qui ne cesse d'augmenter, 3, 4, 5, 6, 7 heures par jour entre le temps de loisirs, parfois du temps professionnel aussi sur les écrans. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un temps qui manque souvent pour faire le potager, mais si on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'attention et on se retrouve rapidement avec toutes les autres galères qui vont se démultiplier, les limaces qui vont proliférer, on parlera tout à l'heure de l'enherbement, les herbes qui vont proliférer, les ravageurs qui vont arriver, le potager qui va se sentir seul, qui va se sentir abandonné. Il faut essayer absolument d'accorder un minimum de temps à votre potager. Moi je parle en règle générale d'au moins, on va dire, 1 heure par jour
pour 100 mètres carrés de cultivé en pleine saison, hein, il faut le savoir. 1 heure par jour, ça peut paraître énorme, mais quand comme moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre série préférée, c'est votre feuilleton préféré, eh bien on arrive vite à soustraire 1 heure d'écran et à se plonger dans son potager pour aller tutorer, ficeler, désherber, planter, semer, tailler, arracher, vraiment s'occuper de son potager et permettre d'avoir de bons résultats. Donc le temps, soyez vraiment en anticipation par rapport à ça. Ne prévoyez pas trop grand si vous n'avez pas trop de temps. Alors, je sais hein, qu'il y a une école un peu de la paresse où on jette quelques graines, on jette un peu de paille et on prend ce qui viendra. Ça peut aussi marcher, c'est une autre philosophie, mais si vous voulez un minimum de productivité, de résultats, vraiment de plaisir à avoir un potager qui se tient bien, qui est entretenu, et puis je répète, je pense que sitôt qu'on parle de vie, et au potager ce n'est que de la vie, végétale et animale, il faut de l'attention, il faut du temps, il faut des besoins auxquels on se doit de répondre en tant que jardinier, en tant que papa un peu du potager et s'occuper un peu de tout ça. Donc attention avec le temps, gérez bien votre équation hebdomadaire, prévoyez un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures un jour de week-end pour vous occuper au mieux de votre potager et réussir votre saison. Sixième galère maintenant. Là aussi, qu'est-ce que ça peut me parler? Ça va être d'avoir des semis qui vont rater. Ça peut être des semis qui ne germent pas, des semis qui filent au ciel, des semis qui ne vont rien donner et dans lesquels on a investi des graines, on a investi du temps, on a investi de l'attention. Donc, je vous cite rapidement les premières raisons qui me viennent à l'esprit et comment essayer d'éviter tout ça. Des graines trop vieilles, ça moi ça m'est arrivé, notamment des graines qui ont très peu de temps de pouvoir germinatif, je pense au panais, je pense au laitue, tout ça, en 2-3 ans, vous avez rapidement les taux de germination qui s'écroulent et il faut penser à constamment renouveler ces graines. Et puis pour d'autres cultures, ça va être 4, 5, 6 ans et après rapidement les taux de germination baissent. Donc attention à la qualité de vos graines, ça peut être aussi une mauvaise température, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, n'allez pas semer des graines dans un sol qui est trop froid, dans un terreau sous abri qui est trop froid. Si en plus c'est humide, je vous dis, au bout de 20, de 30 jours, rien ne va germer, tout va finir par pourrir et vous allez louper vos semis. Donc attendez d'avoir un sol à 12, 13, 15 degrés pour les cultures les plus précoces, à 15, 18, 20, 22 degrés pour les cultures estivales, pour que ça germe bien avec une humidité. Autre grosse raison de louper ces semis, ça va être le manque de lumière. Parce que oui, c'est facile de faire germer une graine, hein, il suffit d'une bonne température, une bonne humidité, hein, et puis ça va germer. Mais ensuite, il faut la lumière maximale. Et si vous semez hors saison, par exemple en janvier-février, des tomates, des poivrons, des aubergines, dans un terreau bien réchauffé, ensuite le problème c'est qu'il va manquer énormément de lumière, d'heures d'ensoleillement par jour. Et les semis, les jeunes plants vont filer au ciel, vont s'étioler, vont retomber sur eux-mêmes et tout va finir par mourir. Ça peut être aussi le cas quand vous semez à la maison, en intérieur, dans une pièce trop obscure, que vous n'avez pas d'éclairage d'appoint, ça va être le carnage, vous allez louper vos semis. Donc là, pour anticiper, soit on sème en pleine saisonnalité, on est patient, on respecte le calendrier des semis, on respecte l'almanach, on sème nos tomates en mars-avril, on sème les petits pois en février-mars, avec une saison qui leur convient. Et quand on s'y prend plus tôt, pour avoir par exemple des plants plus tôt prêt à planter dès le mois de mars, avril, mai, eh bien, il faut absolument anticiper une lumière maximale sous véranda, derrière une grande baie vitrée, plein sud, ou éventuellement des éclairages d'appoint, ce qu'on appelle des LED, dans un meuble à semis, pour ne pas louper vos semis. Et enfin, autre raison, et d'ailleurs ça je l'ai mis carrément en galère numéro 7, c'est d'avoir carrément un mauvais terreau. Hein, on est beaucoup à, plutôt qu'utiliser de la terre, à utiliser du terreau pour faire des semis sous abri, en barquette, en plaque alvéolée, en godet. D'ailleurs je vous ferai une vidéo pour bien voir la différence entre la terre et le terreau, voir les avantages et les inconvénients de semer avec de la terre ou du terreau. Donc pour revenir à ce terreau, j'avais fait une vidéo l'année dernière, respecter quelques
quelques indications qui sont au dos des sacs de terreau pour être sûr d'avoir un terreau de qualité. Vous avez le taux de matière organique, au-dessus de 70%, vous êtes sûr d'avoir un terreau qui est bien fin, qui est bien meuble, qui est bien rétenteur d'eau. Et d'ailleurs, vous avez aussi un autre indicateur, c'est ce taux de rétention d'eau. Hein, c'est en pourcentage 60, 70, 80% de rétention. Et avec ce taux de rétention-là, vous êtes sûr d'avoir un terreau qui va bien absorber vos arrosages, qui va bien retenir l'eau. Et l'humidité est capitale pour bien réussir vos semis. Donc, un bon terreau, ça aussi, j'y reviendrai. Je vous referai donc une vidéo spécifique par rapport à ça, parce qu'on est nombreux à avoir cette galère de se retrouver avec des terreaux trop grossiers, avec des terreaux qui ne sont pas assez riches, avec des terreaux qui vont nous donner des plants tout chétifs. On verra là aussi comment éviter cette galère avec le fait de bien choisir un bon terreau et de réussir au mieux nos semis. Galère numéro 8 maintenant, là aussi je pense qu'on y est absolument tous confrontés, sauf les magiciens du potager, c'est d'avoir des cultures qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent pas pousser, des plants tout chétifs, des tomates toutes petites, des aubergines absentes, bref, un manque de fertilité dans son potager. Et ça c'est une galère, je pense qu'on rencontre tous, qui plus est en approche biologique, où on n'est jamais vraiment dans la précision totale des gestes, des apports en nutriments, mais qu'on raisonne plus par un écosystème, par un apport global de fertilité au potager. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même quelques attentions, quelques précautions, quelques anticipations à faire pour éviter d'avoir de trop mauvais résultats par rapport à la productivité de votre potager. Donc déjà, préparation du sol. Il faut répéter les clés de fertilité. Un sol se doit d'être à bonne température, entre 15 et 25 degrés pour les cultures les plus gourmandes de chaleur. Un sol qui a besoin d'humidité. Si vous avez de l'eau dans votre sol, tout va bien pousser. Mais en plus de ça, il faut aussi une richesse nutritive. Et ça, je vous l'ai répété depuis des années et des années. Vous pouvez apporter des composts, vous pouvez apporter des paillages diversifiés qui petit à petit vont se décomposer et apporter de la richesse à vos cultures. Mais il faut des semaines, des mois, des années pour que vos paillages se minéralisent. Vous avez aussi tout simplement des engrais. On ne parle pas des engrais chimiques de synthèse qu'on voit dans les champs, dans l'agriculture, notamment intensive, mais on parle là, ici, en approche biologique, d'engrais organiques. Hein. Ce sont des concentrés de poudre d'os, de poudre de sang, de fumier composté, d'algues marines. Tout ça est condensé en engrais, en granulés. Vous en mettez une petite poignée au mètre carré et en complément de vos composts, en complément de vos paillages, vous êtes garanti d'avoir des résultats très conséquents, d'avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos de légumes au mètre carré. Et ça, c'est quand même grandement satisfaisant. Et puis, il y a aussi un enjeu quelque part économique, même si, en tout cas ici, je ne fais pas le potager avant tout pour aller chercher un gain pécuniaire, même si ça joue dans la balance, c'est avant tout un plaisir, une existence, prendre vraiment du sens à être heureux dans sa vie, à se voir acteur de sa nourriture. Mais si en plus on peut y gagner quand même un enjeu pécuniaire, ça apporte aussi du plaisir dans la pratique globale du potager. Donc fertilité qu'on appelle chimique, hein, ce réservoir de minéraux qui va être indispensable via donc vos composts, vos engrais, vos paillages qui se minéralisent. Fertilité physique du sol, hein, si vous avez un sol trop compact qui est juste bon à faire des briques d'argile, il va falloir absolument l'aérer. On peut miser sur l'activité biologique, notamment les vers de terre. Je vous avais montré une vidéo avec François Mullet qui montrait que les vers de terre avec leurs galeries peuvent grandement ameublir, enrichir le sol, mais parfois ce n'est pas le cas parce qu'on va manquer d'humidité, parce qu'on va manquer d'activité micro-macrobiologique. Donc là, n'hésitez pas à utiliser une grelinette, un petit croc, parfois même un motoculteur pour ceux qui sont, comment dire, qui veulent absolument une aération maximale du sol. Moi ici, j'aime pas trop ça, mais je comprends qu'on puisse l'utiliser. Mais en tout cas, raisonnez vraiment par une certaine aération du sol qui permet aux bactéries de se démultiplier à tout va, qui permet aux micro-macro-organismes de travailler à tout va et d'avoir de bien meilleurs résultats. Je passe ensuite à la 9e galère, ça va être l'enherbement. Sitôt qu'on se fait de la place pour implanter une culture, pour avoir de belles allées, qu'est-ce qui va se passer? Dame Nature va vouloir reprendre la place de l'herbe qui va pousser pour peu qu'on ait des mauvaises herbes vraiment très désagréables, le chien-dent, le liseron. Là, je crois qu'encore les solutions sont redondantes. Portez de l'attention, essayez de passer un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, de venir désherber. On peut ajouter un petit peu de paillage. Vous pouvez installer quelques bâches pour ceux qui ne sont pas contre
ce système d'occultation du sol. On peut surtout, une nouvelle fois, prendre attention et éviter de se faire déborder. C'est pour ça que je vous répète qu'il faut 1 heure, 2 heures par jour, sitôt que vous avez un grand potager, pour gérer notamment les herbes indésirables. Moi, je crois qu'en saison, je retire parfois presque 1 brouette d'herbes indésirables par jour, hein, je dis bien par jour, pour essayer de maintenir un bel équilibre. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié, mais voilà, l'attention, le paillage, les bâches, réduire le travail du sol aussi, parce que quand on travaille le sol, on fait monter les graines indésirables et ça pousse, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, je trouve. Moi ici, j'aime bien travailler régulièrement les premiers centimètres de sol. Et puis enfin, éviter le compost à froid. Je vous l'avais montré dans une dernière vidéo. Quand vous faites du compost, il y a plein de graines. Quand vous apportez aussi du foin, parfois il y a des graines. Quand vous apportez des paillages, parfois il y a des graines et ça pousse de tous les côtés. Donc il faut en être conscient et je crois que pour ça, la meilleure des anticipations, c'est de vous libérer un peu de temps pour accorder du temps de désherbage et faire en sorte que votre potager soit un minimum maintenu et ressemble à quelque chose, parce que sinon, une nouvelle fois, vous allez abandonner, votre potager va être re-envahi à -2 par Dame Nature et vous n'aurez pas de bons résultats. Voilà. Ça, il faut vite s'en débarrasser, essayer de couper le moins possible les rhizomes. Et tout ça là, allez, oust. La 10e, j'ai rigolé d'ailleurs en l'écrivant, c'est de tout simplement ne pas croire trop facilement aux miracles d'Internet, de Google, de YouTube, parce qu'on peut vite aller au casse-pipe, hein, ne serait-ce qu'aussi qu'en regardant ma chaîne, où parfois j'enjolive un petit peu trop les vidéos, les reportages. Attention aux méthodes miracles, aux potagers trop beaux. Je pense que souvent, on peut dire tout simplement que ça n'existe pas. S'il y avait une méthode qui était miraculeuse, on la verrait partout dans tous les potagers, mais de faire un potager au foin, ce n'est pas miraculeux, de faire un potager au broyat, ce n'est pas miraculeux, de faire un potager sans du tout travailler le sol, ce n'est pas miraculeux, de faire que avec de la paille, ce n'est pas miraculeux, des graines sans eau, ce n'est pas miraculeux, sinon n'importe quel professionnel en aurait. Il n'y a pas, à mon sens en tout cas, de méthode miracle au potager. On peut se rabattre néanmoins sur les clés de fertilité universelle, l'humidité du sol, la température, la lumière, l'attention du jardinier, et on peut là se garantir d'un minimum de résultats. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ces 10 galères. Bien sûr, dans les commentaires, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit, comment vous les anticipez, comment vous les solutionnez, avec grand plaisir de vous lire. Je finis la vidéo en vous communiquant plusieurs choses. Déjà que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, vous avez le lien à l'écran et sous la vidéo toutes les semaines. J'adore écrire, je vous envoie les actualités du potager. Vous pouvez donc vous y inscrire via le lien sous la vidéo. Vous avez aussi le nouveau numéro du potager permacole auquel je participe grandement, la première revue numérique potager en France. Vraiment gros travail de rédaction, c'est à prix libre, vous choisissez vraiment le prix que vous voulez y mettre. Ça sort tous les 2 mois et le dernier numéro vient de tomber. Et puis eh bien, mon almanach, je vous en parle dans toutes les vidéos, vous pouvez le retrouver là aussi en lien directement sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!